Voilà, cette fois on y va. Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire où on va faire un retour d'expérience sur les stratégies énergétiques immobilières mises en place par Viv3. Euh, et pour ce faire, je suis accompagné de Pierre-François. Bonjour Pierre-François, Bonjour Guillaume. voilà, qui est responsable d'efficacité énergétique immobilière et performance environnementale chez Viv. On va en reparler juste après. Je te laisserai présenter Viv3, mais aussi toute la stratégie mise en œuvre. Et moi, Guillaume, je suis le directeur commercial et un des associés de Citron. Euh, Beaucoup d'entre vous me connaissent, j'ai fait quelques webinars. Euh, et à chaque fois, je vous rappelle les règles. Il y a un onglet questions-réponses où on vous invite à poser vos questions. C'est ce qui nous permettra à la fin de répondre aux différentes questions, sachant qu'on décompose le temps de ce webinaire en deux temps. Un temps où on présente ce qui a été fait, donc on aura un temps de présentation et de questions-réponses d'ailleurs, mais entre Pierre-François et moi-même. Et après, un temps où on répondra, tant que faire se peut, à vos questions. Donc n'hésitez pas à mettre les questions, pas dans l'onglet conversation, mais bien dans l'onglet questions et réponses. C'est là qu'on ira ensuite répondre aux différentes questions. Alors, Citron, vous nous connaissez pour beaucoup d'entre vous. Nous, notre raison d'être, c'est d'accélérer la transition énergétique et digitale des grands parcs immobiliers. Pour ce faire, on a une plateforme d'hypervision qui permet de créer un espace collaboratif entre les parties prenantes sur les grands parcs immobiliers et d'agréger toutes les données énergétiques, techniques et de maintenance. Et on est aussi bureau d'études en efficacité énergétique, ce qui nous permet de proposer une gamme complète de services attenant à la transition énergétique. Et aujourd'hui, le retour d'expérience de Vive va être une illustration puisque nous avons les deux compétences qui sont mises à profit du groupe. Je te laisse peut-être, Pierre-François, présenter Vive par toi-même, tu le feras mieux que moi. Bien sûr. Alors, bonjour à tous. Content d'être avec vous aujourd'hui, partager ce retour d'expérience de Vive3 de plusieurs années de travaux. Alors, Vive3, qu'est-ce que c'est en quelques mots, hein? C'est l'offre de soins et d'accompagnement du groupe Mutualiste Vive. Vive3 regroupe un certain nombre d'entités mutualistes qui choisissent d'adhérer à ce groupement qui a des ambitions stratégiques communes, hein, et qui structure un certain nombre de métiers qui sont extrêmement différents. D'un point de vue immobilier, parce que c'est essentiellement ce dont on va parler aujourd'hui, on parle d'environ 1800 établissements de soins et d'accompagnement. Euh, L'équivalent en mètres carrés, on va dire 1,6 million de mètres carrés environ. Et on est à peu près sur une typologie 50% location et 50% en propriété. Euh, un des défis, on va dire, de ce patrimoine sur le projet qui nous intéresse et même sur l'ensemble des sujets immobiliers, c'est d'abord sa grande hétérogénéité. On a des établissements qui sont tout petits, hein, par exemple des centres dentaires, des établissements qui sont très gros, des SMR de plus de 50 000 mètres carrés. Euh, L'autre défi de ce projet-là, c'est que on travaille, comme je l'ai dit, avec une organisation qui est complexe, puisque Vive3, c'est une fêtière qui embarque tout un tas d'entités qui sont, on va dire, juridiquement indépendantes et qui chacune sont assujetties au décret tertiaire. Euh, Ouais. pour vous donner d'autres points de référence, quelques chiffres, hein, on a à peu près 1870 points de livraison qui sont connectés sur Citron. Et pour ceux qui connaissent le décret tertiaire déjà, si on parle en nombre de FA, on est à date à 510 EFA, probablement un peu plus, puisqu'on a des établissements qui se rajoutent à ce projet-là. Ok. On reviendra sur la notion d'entité embarquée. Effectivement, c'est un des points clés du projet. Donc, on va y revenir un petit peu après. Comment Vive3 a su fédérer les intentions auprès de 14 entités, ce qui était un véritable enjeu. Mais avant de parler de cette étape-là, c'est déjà quels sont les revenir peut-être sur les origines du projet, Pierre-François, parce que on va Mhm. le voir, hein, c'est un projet qui est riche, mais il y a un point de départ, et peut-être que tu reviennes un peu sur ce point de départ. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de mettre en œuvre cette stratégie immobilière et énergétique à la maille de votre parc? Ouais, ça commence à avoir une petite histoire, tout ça, en s'y replongeant, on se rend compte que les années sont passées vite, donc on repart depuis 2020, moment où moi, tout fraîchement arrivé à la direction du développement durable à l'époque. J'entends parler du décret tertiaire à l'époque, notamment contacté par Sylvain Lecomte, qui allait devenir le directeur immobilier de Vive3 derrière. Euh, on commence à se pencher sur le sujet, personne n'en avait entendu parler. On regarde un petit peu ce que ça pourrait recouvrir, quels enjeux pourraient concerner Vive3 ces différentes entités. Et assez rapidement, on se rend compte qu'on a levé un gros sujet. Euh,
On essaye d'avoir une toute première approche, de regarder d'où on part, de regarder qui pourrait être concerné, quelles activités, quels métiers, hein, vu la complexité d'activités différentes qu'on a au sein du FIF3. On se rend compte que ça va toucher l'essentiel de nos activités, que ça va toucher probablement plusieurs centaines d'établissements, sans qu'on ait une jauge précise de, de combien ça allait représenter. Et assez rapidement aussi, on commence à s'intéresser à ce que ça peut impliquer euh, à la fois d'un point de vue potentiellement économique, avec des premiers chiffrages qu'on fait avec des produits en croix assez simples, hein, qui commencent à faire peur dès qu'on commence à faire ça sans savoir exactement où on va, mais aussi dès le départ en se disant que on n'est pas sur une logique qui devrait être simplement celle de la conformité réglementaire, hein. Je pense que je parle à des convaincus. L'efficacité énergétique, ça apporte beaucoup d'autres choses d'un point de vue euh, baisse des charges, effectivement, d'un point de vue qualité du bâtiment, etc. Mais il y a tout un tas de co-bénéfices en termes d'image, d'attractivité. Par ailleurs, il y avait déjà à cette époque l'ambition pour Grosvive et Vive 3 qui en fait partie d'avoir une position, un positionnement volontariste sur les sujets de décarbonation énergétique. Donc à Oui, partir de là, on fait le... Oui. non, au final, vous l'avez plus vu comme un chemin qui venait conforter une volonté, hein. Ça aide peut-être à accélérer, mais c'était déjà l'ambition du groupe. Bah, l'ambition était de travailler sur de la décarbonation, mais effectivement, ça a été un vrai accélérateur dans les esprits de se dire que il y a aussi cette réglementation-là qui va nous donner une trajectoire, une perspective qui n'est pas simplement volontariste, hein, ou volontaire, qui est réglementaire aussi. Euh, Bien sûr. Dans l'organisation qui est la nôtre, on a fait quelque chose qui était euh, finalement assez nouveau, c'est-à-dire qu'on a décidé pour la première fois que globalement, sur ce sujet-là, immobilier, on allait avoir une réponse collective, une réponse commune. C'est-à-dire que Vive 3 en tant que fêtière n'est pas obligé et assujetti au décret tertiaire, mais les entités le sont et chaque entité qui appartient à Vive 3 va avoir une partie de son patrimoine qui est assujetti. Et plutôt que de laisser chacun se débrouiller dans son coin, l'approche groupe qui faisait sens à l'époque, c'était de se dire, on y va collectivement, on va se poser les mêmes questions, on va apporter les mêmes réponses, on va mutualiser les expertises, et on va bénéficier, on va dire, de toute l'intelligence que peut avoir un groupe par rapport à chacun qui part dans son coin et avec son propre calendrier. Ouais, c'était à la fois que tout le monde prenne conscience de l'enjeu et voit que au niveau en centrale, il y avait une réflexion qui avait été menée. Je m'en souviens aussi bien, hein, c'était au tout début du Covid, hein, que la Oui, consultation sortait. On était tout juste confinés et il y avait ces différents lots avec cet Excel qui devait permettre de prendre en compte qu'il allait avoir tout ou partie des entités qu'allait rejoindre, parfois progressivement, etc. Donc avec des prix par établissement en fonction des différentes missions. Je me souviens bien du gros travail qui a été fait par les achats chez vous. Bah, je salue d'ailleurs Géraldine si elle nous entend. Mais il y avait eu un vrai travail pour pouvoir justement à la fois bénéficier d'un effort collectif, mais en même temps être en conscience que tout le monde démarrait peut-être pas en même temps, quoi. ouais, tout à fait, hein. C'est un point sur lequel on pourra revenir après, mais une des premières étapes pour nous, c'était vraiment de regarder d'où on partait et de voir de quelles expertises on allait avoir besoin. Dès le départ, on se rend compte, rien qu'en lisant les textes d'application du décret tertiaire, que on est dépassé, donc on n'a pas forcément d'expertise en interne ni d'historique dans l'approche qu'on peut avoir des sujets d'efficacité énergétique. Donc assez naturellement, on se dit que on va avoir besoin d'un accompagnement externe, d'une AMO sur ce projet-là, comme on peut l'avoir sur plein d'autres sujets immobiliers, hein. Pas plus compétent sur ce sujet-là que on peut l'être sur d'autres. Et du coup, effectivement, tout un processus pour à la fois se questionner sur ce dont on allait avoir besoin, et en même temps référencer le bon partenaire pour ce faire à l'issue d'un appel d'offres qui a pris son temps, mais parce qu'on voulait être sûr de sécuriser un accompagnement sur le long terme, considérant les horizons de temps du décret tertiaire qui nous projetait pour la première fois sur 2030, 2040, 2050. Il y a aucune autre réglementation qui fait ça. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ok, je pense que c'est clair sur les origines. Je pense que ça fait écho à beaucoup de ceux qui participent aujourd'hui. Donc une fois qu'on a pris conscience, j'ai envie de dire, de l'ampleur de la tâche et du sujet, qu'on a pris conscience des ressources dont on disposait et de celles dont on allait avoir besoin à l'externe, la question c'est quelle stratégie un peu plus détaillée on met en œuvre pour répondre à cet enjeu. Mm. Ça a été vraiment l'aboutissement de tout un processus, hein, qui part de ce que j'exposais juste précédemment, hein, le fait euh, d'identifier les expertises et de les sécuriser. C'est la réponse au décret tertiaire et la mise en place de stratégies énergétiques immobilières, c'est pas un truc qui peut se faire entre la poire et le fromage. Clairement, c'est une mission spécifique, c'est des compétences spécifiques, c'est une organisation spécifique. Donc,
la première approche, qui a été en tout cas la nôtre, et je pense que ça doit être la même chose dans de nombreuses autres organisations, c'est de trouver les bonnes personnes pour le faire, de définir exactement qui va faire quoi et d'identifier là où on a des trous dans la raquette et d'aller chercher les expertises externes pour ce faire. Donc ça, on va dire, c'est l'approche personne, l'approche humaine. Et toutes ces ressources humaines-là, elles doivent s'inscrire dans une organisation. Alors, c'était Mm. particulièrement vrai chez Viv3 et ce ne sera pas le cas chez Mm. tout le monde. Vu la complexité de l'organisation de notre groupe, ça a été de réfléchir à une orientation. Nous, au départ, on est rentré dans une logique de projet. On dit, bah voilà, en fait, ce qu'on cherche à faire pour le décret tertiaire, dans un premier temps, c'est un projet avec des objectifs de projet, identifier le patrimoine assujetti, déclarer ce patrimoine sur Opérate, lancer des audits à partir du référencement d'un prestataire d'audit, etc. Tout ça, ça a été une approche projet avec des instances projet classiques, copil, coproche, etc. On connaissait tout ça très bien. Mais cette organisation-là, c'est essentiel avec une logique dans le cadre VIS3 qui était d'avoir un pilotage national et une animation nationale de ce projet-là, avec la volonté de toutes les entités membres de VIS3 quasiment de s'inscrire dans cette organisation nationale-là qui leur a apporté vraiment de quoi avancer et dégrossir ce sujet-là, et en même temps qui a rassuré VIF3 aussi au niveau national sur le fait que le risque juridique qui peut exister quand on ne répond pas à cette obligation était sous contrôle. Donc l'organisation très importante. L'autre point indispensable, et c'est au cœur du sujet, ça a été la maîtrise de la donnée. Euh, Là, j'ai mis les consommations énergétiques, mais pas que, hein, toutes Mm. les données patrimoniales qui sont nécessaires pour apprécier ce qu'il y a à faire dans le cadre du décret tertiaire. Ça, c'était un vrai défi au départ au sein de Vive3, parce que c'est le genre d'information qu'on ne remonte pas naturellement, qu'on ne suit pas, qu'on n'analyse pas, sauf si on a décidé de le faire à un moment donné parce qu'on avait un intérêt à le faire. Et il s'avère que chez Vive3, à part quelques approches localisées, il n'y avait vraiment pas de suivi, de mesure, euh, d'analyse des consommations énergétiques. Donc le fait de travailler sur la structuration de cette mesure-là, ça a été vraiment une étape importante. C'est beaucoup plus compliqué dans l'organisation qui est la nôtre que ce qu'on pouvait imaginer, vu Mm. la quantité d'établissements. Alors on a de la chance, on a un nombre de fournisseurs d'énergie limité parce qu'on a un référencement par un contrat groupe. Mais néanmoins, on passe beaucoup de temps à le faire et comme on a un patrimoine qui bouge, des sites qui rentrent, qui sortent, c'est quelque chose qu'on re-questionne en permanence, cette maîtrise des données de consommation d'énergie. Bien sûr. On a aussi, et c'était un peu le sens de l'appel d'offres, travaillé sur une approche digitale hein, pour mettre ces données de consommation d'énergie sous contrôle, pour le coup avec la plateforme Citron, évidemment. L'autre point, c'était effectivement, OK, on sait quels sont les objectifs du décret tertiaire. Je fais une parenthèse, on les connaît à moitié, on les connaissait à moitié à l'époque, étant donné on a mis à peu près 5 ou 6 ans à avoir les valeurs absolues dont on avait besoin de notre côté. C'est parti de la dernière charrette. On fait partie de la dernière charrette, elle n'est toujours pas sortie officiellement. Euh, donc on connaît la hauteur de la marche, là où le décret tertiaire nous demande d'aller. Ce qu'on ne sait pas, c'est finalement par quel chemin on y va. Euh, Mm. et là, les audits énergétiques sont indispensables. Il y en avait très peu qui avaient été faits sur le patrimoine VIF3. Quand il y en avait, euh, ils étaient probablement un petit peu datés. Donc, le principe, ça a été aussi de déployer une campagne d'audit énergétique chez nous sur une partie de notre patrimoine assujetti au décret tertiaire pour regarder dans quelle mesure est-ce qu'on allait, comment est-ce qu'on allait pouvoir atteindre ces objectifs du décret tertiaire. Euh, et enfin, le dernier point est, à mon sens, le plus compliqué et le plus important, et on est encore dedans, en quelque sorte, et on y sera toujours, c'est la construction de cette vision stratégique. Quand on travaille sur une échelle patrimoniale de plus de 508 EFA, je le présentais précédemment, le principe, c'est pas simplement de se dire, voilà, quel établissement doit faire quoi, et j'ai fait cet audit-là, et je fais tout ce qu'il y a sur l'audit, et j'y serai. On est vraiment sur une recherche d'optimisation et d'essayer de flécher les investissements, on va en parler après, qu'on peut avoir, qui ne sont vraiment pas illimités malheureusement, vers ce qui est le plus intéressant d'un point de vue de l'efficacité énergétique. Dit autrement, si j'ai 1000 euros en efficacité énergétique à investir, est-ce qu'il faut que je les mette dans un établissement plutôt qu'un autre? Est-ce qu'il faut que je les mette sur un système plutôt qu'un autre? Voilà. Donc c'était vraiment ce travail-là qu'on a demandé aussi et qui a été travaillé avec Citron, essayer d'avoir une vision stratégique de comment est-ce qu'on pouvait atteindre le décret tertiaire, alors dans un premier temps à l'échelle 2030,
Ça devient beaucoup plus compliqué après 2040-2050, mais c'était déjà un exercice extrêmement compliqué que d'avoir cette approche pluriannuelle-là. Ouais, c'est sûr. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est effectivement, nous, pour travailler, alors, les ressources externes, tu l'as dit, il en fallait pour vivre, pour pouvoir avancer, mais on a toujours besoin d'avoir des interlocuteurs internes. Et c'est vrai que la structuration chez vous, elle a été jusqu'en interne, parce que vous avez structuré un service en charge du sujet, parce qu'à l'époque, comme tu l'as dit, hein, c'était plutôt une équipe projet qui, maintenant, bah, finalement, est en charge du sujet. Donc, nous, c'était aussi important parce que effectivement, on est expert en efficacité énergétique, mais le patrimoine, c'est quand même vous qui le connaissez, donc d'avoir des interlocuteurs pour pouvoir échanger. Donc ça, c'est cette organisation dont on vient de parler. La maîtrise de données énergétiques, c'est primordial et c'était ce qu'on a mis en valeur parce que c'est vrai qu'à l'époque, l'appel d'offres était très précis sur les différents lots, mais peut-être pas sur la notion de maîtrise de la collecte des données. Donc ça, c'était notre variante que de dire, bah, on va venir l'agréger, Mm. la contrôler. Et ça a été retenu, donc il y avait de la place d'ailleurs à l'époque pour l'innovation dans la réponse. L'audit énergétique qui se traduit à la fin par une extrapolation. Et je me souviens de la question à laquelle il fallait répondre, c'était combien faut-il investir pour se mettre en conformité Mm. aux différentes étapes du décret, quoi. Donc Ouais. c'était un Combien ça travail coûte? ouais, passionnant, mais extrêmement complexe. Euh, voilà, pour tous ceux qui ont essayé de le faire, les actions sont interdépendantes, donc c'est jamais totalement simple. Il y a des partis pris aussi, hein, il n'y a pas un schéma directeur, il y en a plusieurs, hein. Est-ce qu'on va vouloir plutôt privilégier l'enveloppe, la production d'énergie locale décarbonée? Il y a plein de façons de le faire. C'était un travail conjoint et très intéressant à mettre en œuvre, qui aboutit sur une autre question, qui est le nerf de la guerre. C'est maintenant qu'on croit savoir, parce que je pense que notre hypothèse, elle sera sûrement globalement juste, mais elle viendra s'affiner sur chaque actif. C'est comment on finance la mise en œuvre de cette stratégie, parce que là, voilà, je pense qu'on parle en gros millions d'euros. Euh, Comment on finance ça? Donc ça, c'est peut-être la question du moment, du coup. Oui, tout à fait. Et la première question qui est posée avant de savoir comment on finance, c'est combien ça peut coûter. Ce qui est une question extrêmement compliquée, qui est évidemment la première question que les dirigeants nous posent à partir du moment où on leur dit il y a cette obligation réglementaire, c'est pas à coup perdu, il y a un ROI derrière. Voilà, ok, combien ça coûte, c'est quoi mon ROI derrière? Euh, alors évidemment, c'est une question qui est extrêmement compliquée. Et comme je le disais précédemment, c'est pas que combien ça coûte, c'est comment j'investis et avec quelle temporalité, qui sont aussi des questions un peu cruciales. Globalement, on a tendance à se dire que plus on investit beaucoup vite, mieux c'est, parce que derrière, voilà. Mais c'est pas aussi évident que ça, parce qu'on a des variables qui sont aussi la présence ou pas de subventions qui peuvent changer la donne. Hmm. On a des coûts de travaux qui varient, on a des événements très aléatoires et imprévisibles, confère le Covid, qui peuvent tout changer. On peut avoir des guerres qui se déclenchent à l'Est et qui font exploser les coûts de l'énergie et puis qui retombent complètement 2 années plus tard. Donc faire des prévisions dans ce contexte-là sur des échéances 2030, c'est évidemment extrêmement compliqué dans un contexte qui est celui des établissements Vive 3 et puis globalement de toutes les activités sanitaires et médico-sociales. Hein. Pour ceux qui sont du milieu, vous savez bien que globalement, voilà, on n'a pas des excédents extraordinaires, que on n'a pas des budgets faramineux qui peuvent être consacrés à quoi que ce soit. Et globalement, l'investissement qu'on peut faire sur la partie travaux, globalement, si cet argent n'est pas utilisé pour ça, il sera très bien utilisé par ailleurs pour les métiers et le fonctionnement des établissements. Euh, Globalement, pour répondre directement à la question, on est encore dans cette phase-là. C'est-à-dire qu'on a on parlera après, des, des choses qui ont été lancées déjà. C'est-à-dire que certaines stratégies énergétiques immobilières des entités sont en cours de déploiement. Euh, mais en réalité, on n'a pas de solution unique de financement. On s'interroge à différents endroits. Alors, on part de la première option qui est un financement sur fonds propres. C'est une option qui peut être pertinente à certains endroits. Euh, on a recours effectivement autant que possible aux mécanismes de subvention. Euh, les C2E, hein, on a réussi sur ces dernières années à faire plus de 1,5 million d'euros de travaux d'efficacité énergétique qui a été complètement autofinancé grâce au dispositif des C2E. Euh, et on est content de l'avoir fait au vu de ce qui est annoncé sur la fin d'un certain nombre de fiches C2E. Euh, on, on- on est en train aussi d'avoir des discussions assez ouvertes et pas forcément encore tout à fait abouties avec différents partenaires bancaires pour voir si globalement euh, on recherche des montants qui sont élevés avec
cette vocation d'efficacité énergétique, on peut avoir des taux de financement qui sont préférentiels par rapport à des emprunts classiques. Mm. On explore aussi des dispositifs un peu plus innovants, type un tracking, même Ouais, si pour le médico-social, c'est pas forcément des financements qui avaient été, des modes de financement qui avaient été envisagés jusqu'à présent. Donc en ouais. fait, on n'a pas de réponse unique, on n'a pas de grand plan de financement à l'heure actuelle. On est encore en train de qualifier finalement les besoins qu'on va avoir en termes d'investissement et on s'interdit rien sur ces différentes options-là. Ouais, ce qui est sûr pour que tout le monde soit clair, ce qui n'est pas simple dans ces schémas directeurs non plus, c'est quand on regarde à 2030, 40, 50. Mm. Alors, selon les choix qu'on fait en 2030, on peut condamner certaines décisions pour 2040. Je donne un exemple, mais si vous vouliez isoler un bâtiment par l'extérieur et changer toute une chaufferie, bah, si pour des questions de ROI, vous faites que la chaufferie, il y a fort à parier que ce sera difficilement rentable ensuite de faire l'enveloppe si vous ne faites pas les deux dès le début, et donc le ROI de la deuxième vague sera plus difficile à trouver, surtout si vous n'avez pas redimensionné la chaufferie à ce moment-là. Donc il y a tout un tas de sujets à avoir sur le cadencement des sujets, et c'est étroitement lié au financement, comme on l'a dit, en fonds propres. Est-ce Mm. qu'on fait un jeu de domino, on va faire plein de petites actions qui, par les économies qu'ils génèrent, permettront des actions plus grosses, mais auquel cas, comme je le dis, c'est difficile d'avoir des fois une vision globale. Donc pour ça, il y a d'autres solutions, un tracking qui est intéressant pour les donneurs d'ordre public, mais qui n'était pas fléché vers le médico-social à l'origine. Donc, selon l'orientation de demain. Il y a effectivement le prêt bancaire, hein, avec effectivement des banques maintenant qui valorisent cette notion de performance sur le taux qui est appliqué, donc c'est plutôt intéressant. Et il peut y avoir aussi le contrat de performance énergétique qui peut permettre Mm. aussi parfois d'être ambitieux dès le départ avec des engagements de la part du prestataire. Oui, je pense que voilà, c'est une réflexion globale. Je pense qu'il n'y a pas une réponse. Mais nous, on a fait ce travail en tout cas d'essayer d'identifier les différents chemins possibles pour ensuite, fonction des financements et des choix stratégiques de Mm. Vive, pouvoir passer à l'échelle et le mettre en œuvre. Mm. Superbe. Alors, quels sont, ouais, on va arriver après aux questions-réponses, mais d'abord, une dernière question, dans le cadre du déroulé, c'est quelles sont les prochaines étapes maintenant qu'on a ce schéma directeur et qu'on réfléchit au financement? Bah là, on est vraiment en phase de déploiement. Donc, chaque entité doit programmer dans le plan stratégique qu'on est en train de construire ses différents travaux, ses différents besoins en fonction de ce qu'elle a en capacité de financer, hein, parce que c'est ce que je disais expliqué précédemment, hein, on n'a pas d'argent magique. Donc il y a une certaine capacité de financement et le sujet, c'est l'arbitrage dans les différentes options qu'on peut avoir en termes d'action de performance énergétique de ce qui peut être fait. Euh, on est déjà en train de travailler depuis plus d'un an à la mise en place d'une démarche d'énergie management. Globalement, ça fait partie des actions, en tout cas sur notre parc, je crois qu'on peut parler de ça de manière générale, qui Mm. ont un ROI extrêmement rapide. Et clairement, que ce soit pour crédibiliser le projet ou pour même dégager des financements pour le déploiement des premières actions qui sont sur des ROI un peu plus longs, on est allé chercher des actions qui ont des ROI rapides, voire nuls, quand on pouvait le faire. Et pour le coup, l'énergie management a cette vocation-là, en plus d'être celle qui consiste à structurer, à faire monter en expertise tous les acteurs en interne et globalement à mettre le doigt sur les enjeux patrimoniaux qui vont être réglés par des approches d'efficacité un peu plus lourdes avec des travaux. Donc ça a été une première solution qu'on a amenée aux entités de Viv3. Cette approche d'énergie management qui est du coup proposée et animée par Citron également. Euh, L'autre chose qu'on est en train de constituer, c'est ce qu'on appelle un peu notre boîte à outils, la palette des solutions. Donc, une référence au niveau national, un certain nombre de prestataires de solutions qui vont constituer et couvrir un champ de tout ce dont les entités pourraient avoir besoin pour déployer des actions de performance énergétique sans qu'elles aient à refaire ce même chemin elles-mêmes et en bénéficiant en même temps d'un volume gros. Typiquement, là, on est en train de travailler sur un appel d'offres pour identifier des BACS qui sont, en plus d'être des obligations pour certains bâtiments, qui sont globalement les bâtiments des critères tertiaires, aussi des leviers en termes de pilotage et d'efficacité énergétique avec des ROI qui peuvent être intéressants. Le photovoltaïque, pareil, hein, obligation réglementaire, mais en même temps, euh, potentiellement et localement, de l'intérêt, y compris pour l'atteinte des objectifs des décrets tertiaires, et en plus de la décarbonation euh, l'identification de sons, des approches de sobriété, etc. Donc voilà, on est en train de constituer cette boîte à outils progressivement. Contrat d'exploitation, on en a parlé précédemment. On est en train aussi
de se Mm. poser la question de comment est-ce qu'on peut monter en gamme sur la façon dont on gère l'exploitation de nos bâtiments. Euh, donc on est vraiment dans cette approche-là. Je l'ai mentionné précédemment aussi, on est en parallèle en train de travailler sur la recherche, l'optimisation des financements, des subventions. On est vraiment en veille sur tout ce qui peut sortir. On est vigilant à tout ça. Et si je devais fixer un peu la prochaine frontière, alors la prochaine frontière après 2030, c'est 2040 et 2050 déjà. Euh, c'est pas une paille, hein, le périmètre des critères tertiaires pour Viv3, c'est quelque chose qui est déjà très significatif et engageant en termes de montant. Alors, sur les ordres de grandeur, on est sur les plusieurs dizaines de millions d'euros, hein, selon les premières approches de chiffrage qu'on peut avoir en termes d'investissement pour atteindre les objectifs du décret tertiaire en conformité. Euh, mais il y a toute une partie du patrimoine qui est pour l'instant hors scope de ce projet, qui sont les bâtiments qui ne sont pas assujettis au décret tertiaire. Et bon, vous le savez comme moi, ça peut être intéressant, voire peut-être même plus intéressant de travailler sur un bâtiment qui fait 850 ou 900 mètres carrés, qui n'est pas assujetti au décret tertiaire par rapport à un bâtiment qui fait un autre bâtiment qui fait 1050 mètres carrés. Donc voilà, il y a cette poche-là aussi qu'on a envie de Ouais. travailler, peut-être différemment. Voilà, on se posera des questions à ce moment-là aussi, parce que voilà, pas de raison On l'a qu'on souvent ait ROI vu. sur ces bâtiments décret tertiaire et pas forcément sur les autres. On l'a souvent vu, hein, même dans le retail, hein, c'est souvent les sites qui sont moins regardés parce que petit volume de consommation. Mais quand on somme, bah, chez vous, tous les écouter voir, Hum, on voit qu'à la finale, c'est une grosse consommation et que vu qu'ils sont un peu négligés, bah, parfois il y a des économies un peu faciles à aller chercher à moindre ouais, investissement, parfois en mettant une horloge ou des choses extrêmement simples. c'est clair. C'est sûr qu'on va pas mettre une GTB classe A sur ce type d'établissement, ce serait disproportionné, mais il y a des choses à faire. Donc là, on voit dans la palette, hein, bah, le décret Bax, évidemment, hein. Moi, je dis souvent que c'est la première figure imposée du décret tertiaire, hein, c'est clair, Hum, c'est une évidence. Photovoltaïque avec des sujets de financement associés, comme on ouais, amortit sur des périodes, c'est c'est clair. intéressant. Et sur des sobriétés qui sont, ouais, ça, on l'a vu durant le plan de sobriété qui a été mis en œuvre à l'échelle nationale. Je ne sais pas si tout le monde a joué le jeu, mais la consommation française a baissé de 11%. Donc, on a toujours eu du mal à estimer en gain. Là, on l'a vu, 11%. Lié justement à de la sensibilisation et aussi à de la mesure, parce que quand on mesure, on voit qu'il y a un gain qui est quasiment direct sur les consommations. On est dans le timing, mais il faut qu'on continue à avancer. On teste un nouveau format dans ce webinaire qu'on a appelé Fais pas ton politique. Pierre-François, tu es le premier à Ouais, répondre à ça. allez. L'idée, c'est d'avoir 10 questions et de répondre presque par oui et par non, mais je vais dire quand même pas avec une phrase, mais de manière très concise, comme ce qui est souvent demandé aux politiques, justement, et qu'ils ont du mal à tenir. Mais je suis sûr que toi, tu sauras le faire en grand pragmatique. La première, Je vais c'est est-ce que essayer. 2003 sera aux ambitions 2030 du décret tertiaire? Écoutez, monsieur Bach, non. Oui, c'est l'objectif. Ok. Est-ce que la transition énergétique sera digitale ou ne sera pas? Oui, oui, clairement. Là, je pense qu'il n'y a personne qui en doute. C'est impossible de faire tout ce qu'on fait sans l'appui des nouveaux outils digitaux. Ouais. Sobriété, efficacité ou production locale renouvelable? Ben, nous, on veut faire les trois, parce qu'en fonction des contextes, ça peut avoir de l'intérêt. Les trois peuvent avoir de l'intérêt pour atteindre les objectifs des critères tertiaires et décarboner. Ok. La RSE et tout ce que vous faites, du coup, ce schéma directeur notamment, est-ce un levier de différenciation, donc là, sur le marché en général? À certains moments, oui, c'est des questions qu'on nous pose. Qu'est-ce qu'on fait sur ça dans les appels d'offres? Et puis on a vu là avec les partenaires bancaires, à partir du moment où on va leur proposer des projets qui ont un intérêt environnemental ou social, ils sont prêts aussi à faire des efforts. Donc oui, c'est pas massif, mais on a des signaux qui montrent que il y a quand même de l'intérêt. Ouais, je pense que l'image de marque, ça devient important. Et si on ne le fait pas, en plus, on se décale des autres, hein. Au-delà, c'est presque maintenant, je pense, imposé que de le faire. Et puis, ce qu'on disait une fois tous les deux et qui me semblait important, c'est au-delà de l'image de marque, c'est aussi la marque employeur. Je pense que pour Ouais, recruter, c'est clair. ouais, Puis chez nous, d'avoir. c'est un sujet identitaire, hein. Mm. Globalement, l'impact social, l'impact environnemental, c'est inscrit au cœur de la raison d'être de Vivre. Et ben voilà. Le financement, le point dur, on a un peu parlé. Oui, c'est toujours le cas. Après, il y a quand même des choses qui existent. Ce qui est compliqué, c'est bien flécher, s'y connaître dans la partie subvention, et puis savoir exactement ce dont on a besoin. Parce que c'est la première question qui est posée, en fait. C'est, OK, ça a l'air d'être très bien ce que vous voulez, mais
finalement de combien vous avez besoin et comment est-ce qu'on va récupérer derrière ce qu'on Ouais. peut investir. Eh ben, ça fait le lien avec la question d'après. Pour vous, qu'est-ce que c'est un TRI acceptable? Alors, il y a pour moi et pour un dirigeant, alors j'ai tendance à penser que dans le monde mutualiste, on ne regarde pas que les TRI, qu'on a tendance à envisager d'investir avec des retours sur investissement qui sont quand même moindres, parce qu'on est sur des activités qui sont pas faites pour être rentables, hein. Ce qu'on recherche, c'est avant tout l'impact social. Mais moi, la règle que j'ai un petit peu entendue dans les milieux qui sont les nôtres, c'est de dire bah, au-delà de 10 ans, c'est pas beau. Et dès que c'est inférieur à 3, 4, 5 ans, on prend quasiment tout de suite. Je pense qu'il y a pas mal de clients que ça va laisser rêveurs 10 ans déjà. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, et on l'a parlé pour le solaire, c'est pas des mauvaises solutions, mais il faut trouver des financements adaptés parce qu'effectivement, en tout cas, en fonds propres, ça devient compliqué. Mais 10 ans sur des Mm, fonds propres, c'est déjà pas mal. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent qui vont parfois plus de mal dès 5, parfois 3 ans. Donc 10 ans, c'est déjà une vision quand même moyen terme. Alors, c'est vrai que les projets énergie, on peut vite parler de long terme. Quand on parle mm, d'enveloppe ou de géothermie, il vaudrait mieux, ou de réseau de chaleur, aller à 20 ans, 30 ans, mais c'est parfois encore un peu difficile. Mais le mm. financement peut proposer des véhicules intéressants là-dessus. Bah, nous, on est sur des horizons stratégiques sur nos activités qui sont de l'ordre de 10 ans. Globalement, on sait que quand on ouvre un EHPAD, par exemple, bah, c'est pas pour le fermer dans 5 ans s'il n'est pas aussi rentable que ce qu'on aimerait. Donc voilà, on a cette sensibilité-là aussi au fait que cette métrique-là, elle est essentielle, mais ça ne doit pas être la seule. Ouais, s'inscrire dans un plan immobilier et stratégique. Ouais. La fin des C2E, qu'est-ce qu'on se dit? Enfin, non, c'est pas la fin des C2E, il va y avoir une nouvelle période. Ce qu'on aimerait, c'est qu'elle soit connue le plus vite possible. Globalement, oui, on a besoin de ces C2E-là. J'ai donné un chiffre tout à l'heure, hein, 1,5 Mm. million d'euros de travaux. Bien sûr, c'est quand même un gros coup de pouce. Et puis, on attend de voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de choses sur le secteur des C2E qui se passent qui sont un peu inquiétantes. Et en tant qu'acteurs qui sont intéressés quand même par la dépense publique, on est aussi content de voir qu'il y a une volonté de se pencher un peu plus sur ce qui se passe dans le monde des C2E, quoi. Oui, voilà. Bon, effectivement, je suis d'accord, c'est pas la fin. On aurait besoin d'un peu plus de visibilité. Après, voilà, c'est pas illogique que des questions se posent autour du dispositif. Mais il y a encore plein de choses où on a besoin de coups de pouce pour accélérer le déploiement. Donc, on espère qu'il y aura une Mm. belle nouvelle période à venir. Quelle est la place de ça, c'est une question. Quelle est la place de la sensibilisation des usagers? Bah, en fait, je pense que paradoxalement, plus on avance en termes d'efficacité et de sobriété énergétique, moins la performance qu'on peut avoir, elle va dépendre du fait que les usagers soient sensibilisés ou non. Je ne sais pas si c'est un très bon ROI, la sensibilisation des usagers, en fait, par rapport à l'automatisation et le pilotage par des personnes dont c'est le métier du bâtiment. Là où je trouve que c'est beaucoup plus important, c'est la sensibilisation des équipes, que ce soit les directions d'établissement, que ce soit les équipes des directions immobilières, pour qu'elles soient, on va dire, les relais de ce qu'on peut faire en termes d'énergie management, hein, le dernier maillon de la chaîne qui s'assure que, malgré toute l'automatisation qu'on a mise en place, tout fonctionne bien, quoi. Oui, je suis d'accord. Et c'est Après, vrai on qu'il en y en a. fait quand même, hein, à certains endroits, c'est nécessaire. Après, c'est compliqué, hein, dans Vive3, on a beaucoup d'établissements pour personnes âgées, on a des établissements pour personnes handicapées. Alors, on ne fait pas de la sensibilisation dans ces établissements-là comme on peut la faire sur des immeubles de bureaux avec des cadres, quoi. Ouais, moi, je suis d'accord sur la sensibilisation. Ça nous a permis de faire des gains. On l'a vu avec la sobriété, c'est sûr. Il y a un effet rebond et tant que faire se peut, Mm, tant qu'on peut automatiser pour contrôler, c'est mieux. Mais les directions ont leur rôle localement parce qu'effectivement, ce vieux réflexe qu'on a comme dans nos voitures de mettre la clim à 21 ou 22 degrés et non pas à 26 avec le delta par rapport à l'extérieur, bah, effectivement, on peut mettre une consigne, mais si elle est changée localement, ça aura mm, un impact peu durable. Donc, c'est de sensibiliser. Et j'ai des clients d'ailleurs qui commencent à vouloir intégrer ça au scorecard des dirigeants locaux, comme quoi une partie de leur rémunération dépend de la performance de l'actif. Alors, je ne sais pas si on est obligé d'en arriver là, mais ce qui est intéressant, c'est que ça démontre la volonté stratégique de certains groupes, que tout le monde soit impliqué et que l'empreinte carbone baisse de façon effective sur chacun des actifs du groupe. Ah, celle-là, c'était possible pour faire clin d'œil, puisqu'on m'a posé la question il y a peu de temps, donc j'en profite pour te la poser. Et toi, donc d'un point de vue plus personnel, pourquoi tu fais tout ça?
Moi, je viens du monde du développement durable à la base. Et en fait, c'est hyper stimulant de travailler sur des projets qui ont une concrétisation rapide. En fait, on travaille sur les enjeux de décarbonation, on voit des choses sur des horizons de temps qui sont extrêmement longs. Là, on peut voir concrètement en quelques années le gain qu'on peut obtenir sur l'efficacité énergétique. Donc, c'est gratifiant d'un point de vue professionnel. Et puis après, euh, également, ce que je disais précédemment, hein, tous les euros qu'on économise et qu'on évite de dépenser en consommation énergétique, c'est des euros qui, au final, au sein de Vive3, reviennent, parce qu'on n'a pas d'actionnaires, aux patients, ou qui sont des investissements qui ont de l'impact social derrière. Donc, moi, je me dis que derrière, je préfère que cet argent-là, il soit distribué pour les patients, pour les collaborateurs, plutôt que derrière pour des énergéticiens qu'on aime bien par Ouais, ailleurs. Hein. On peut pas vivre sans eux, mais ouais, ouais. Eh ben, merci à toi. On va avoir des questions du coup. Alors là, le fait qu'il y ait des questions-réponses, on aura peut-être un peu moins de questions. Je vais ouvrir pour regarder. Je vous invite encore à poser vos questions. Il y a encore temps, hein. Il nous reste un quart d'heure pour répondre à vos différentes questions. J'ai deux questions là qui sont apparues. La première, ah oui, on a dit qu'on reviendrait dessus en plus, donc très bien. Comment faire pour justement embarquer tout le monde en centrale? Quelle a été la stratégie mise en œuvre par Vive? alors, le premier point, ça a été de donner du sens, et d'expliquer pourquoi on fait ça. Le but, c'est pas de répondre à la réglementation, hein. Ça, voilà. C'est de faire le lien avec les ambitions, la raison d'être qui peut être celle de l'entreprise et typiquement l'enjeu qui est l'enjeu environnemental. Ça a été la première clé gagnante, d'adresser ce sujet-là directement à un échelon assez élevé. Donc, on savait dès le départ que ça allait être, vu les montants, vu les considérations opérationnelles derrière un enjeu stratégique. Donc, dès le départ, on a beaucoup axé le travail des dirigeants sur cette question-là. On a inscrit des critères tiers, des critères tiers, des critères tiers, et on a entretenu ce sujet-là tout au long du projet avec différentes communications, points d'avancement, etc. Peut-être une autre clé gagnante, là, c'est plus d'un point de vue opérationnel pour les entités, c'est de proposer des choses qui simplifient et qui sont utiles. Euh, Toujours se poser la question de, OK, si je ne faisais pas quelque chose, qu'est-ce que mes collègues auraient à faire en plus ou différemment? Et essayer d'aller dans le sens de vraiment rendre un service sur ce projet-là. On n'est pas sur quelque chose qui est descendant, on est avant tout sur quelque chose qui vise à outiller toutes les entités et tous mes collègues que je salue, s'ils m'écoutent d'ailleurs, qui sont dans les entités et qui collaborent à ce projet-là. On leur donne vraiment la boîte à outils pour que derrière ils puissent faire leur travail à l'échelle des établissements avec le plus de facilité possible et de l'efficacité. Et quel feedback là? Parce que oui, ceux qu'on suivi, ça a commencé en 2020, c'est ça? Donc, Ouais. 5 ans plus tard, là, quel feedback vous avez? Là, tu dirais que tout le monde est embarqué, où est-ce qu'on en est de tout ça? Je dirais que oui, tout le monde est et reste embarqué. Alors, l'avantage j'ai envie de dire, du décret tertiaire, c'est qu'il y a cette clause de revoyure hein, chaque année qui amène tout le monde à devoir ne pas lâcher le sujet en permanence. Mais ça, c'est plus pour la blague. Oui, on constate que dans toutes nos instances de projet, les gens sont là, ils ont des questions. Alors, forcément, on a toujours des enjeux parce qu'il y a, il y a, il y aurait besoin de probablement plus de ressources un peu expertes et dédiées sur ça. On a des CTES, des conseillers en transition énergétique qui ont rejoint les entités de Vive3 et qui ont été des vrais boosts hein, pour les entités qui les accueillent sur ce projet-là. Mais globalement, ils sont toujours là et nous aussi. Donc, quelque part, je pense que globalement, on leur amène quelque chose et on leur a permis et on leur permet de progresser et d'avancer sur ce chemin de l'efficacité énergétique et de la décarbonation. Ok. Il y a une question alors, qui a été posée, alors tu y as déjà partiellement répondu, mais avez-vous une ambition de résultat énergétique à atteindre? Je pense que ça veut dire au-delà du décret tertiaire, euh, et moi je rajouterais, ou de décarbonation. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on parle beaucoup de baisse des consommations, donc je pense que tes ambitions, c'est celle du décret, hein, Ouais, c'est tout à fait, ouais. et décarbonation, finalement, est-ce que c'est aussi un sujet qui est traité côté Vive ou pas? Oui, tout à fait. Il y a un travail qui est en train d'être fait là et qui devrait atterrir au mois de septembre pour produire des stratégies climat. Donc, au même titre qu'on a des stratégies énergétiques immobilières derrière,
on va avoir des stratégies climat dont en fait la stratégie énergétique immobilière va être un pan sur la partie consommation d'énergie essentiellement. Donc oui, il y a des ambitions en matière de décarbonation. Alors, euh, pour ceux qui connaissent et qui sont un peu déjà penchés sur le sujet, dans les métiers qui sont les nôtres, la décarbonation des consommations d'énergie n'est pas un levier extrêmement puissant en décarbonation générale. Ça contribue et c'est indispensable pour certaines activités, les gros bâtiments, etc. Mais paradoxalement, en France, on a un mix énergétique qui est extrêmement décarboné déjà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, hein, mais pour le coup, c'est pas parce qu'on fait moins 40% de consommation d'énergie qu'on fait moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre. Clairement, on va travailler sur des échelles qui sont moindres, alors qui sont indispensables et qui sont à mettre sous contrôle, mais c'est un levier parmi d'autres que de travailler sur le bâtiment quand on travaille sur la décarbonation. On me demande aussi une question, c'est quelle stratégie avez-vous mis en œuvre pour le décret BAC sur 2000 établissements? Alors, c'est pas 2000, puisque soumis au décret BAC, enfin, je ne sais pas si tu connais déjà la proportion de sites sur les 1800 qui sont soumis. On n'a pas exactement le chiffre, mais probablement quelques centaines, Oui, je peut-être pense que 300, 400, quelque chose. Alors, la stratégie sur les décrets BAC, c'est d'abord de euh, savoir exactement ce qu'il est intelligent de déployer sur les différents types d'établissements qu'on peut avoir. Le principe de se dire, on met la meilleure GTB possible, c'est-à-dire celle qui est A sur la totalité des établissements et la totalité des usages, elle a pas de sens. L'approche qui a été la nôtre, et, et avec l'accompagnement de Citron aussi, ça a été vraiment d'aller chercher une très bonne performance des systèmes là où on a des enjeux en matière d'efficacité énergétique à aller chercher. Si je le dis autrement, bah, sur les installations CVC, quand on est dans un EHPAD, c'est hyper important. En revanche, enfin, ça n'a pas de sens d'un point de vue économique d'aller raccorder chaque radiateur à une GTB centralisée parce que il y a pas de, il y a pas de ROI sur ça et quand bien même le, le gain énergétique serait extrêmement faible. Donc on a vraiment travaillé à dégrossir les besoins qui sont les nôtres en termes de GTB euh, pour construire un CCTP extrêmement compliqué sur les différentes typologies d'établissements qu'on peut avoir et pour vraiment challenger les différents GTBistes et pas forcément avoir la solution un peu standard sur laquelle on n'a pas forcément de recul. C'est un sujet extrêmement technique, donc pour le coup, si vous n'êtes pas des experts en GTB, c'est très intéressant, à mon avis, vu les enjeux et les considérations de ce que ça peut coûter d'être accompagné quand même. Nous, on est en plein dans ce processus-là. On est en train de recevoir des propositions de valeur pour les prestataires. On va en référencer un certain nombre. Et après, on aura, à partir de ces prestataires référencés, des, euh, des, on va dire des tarifs à peu près normalisés en fonction des typologies de sites et pas de grands bureaux, grosses cliniques que les entités pourront appeler pour aller déployer les GTB dans les calendriers qui seront les leurs. Parce que ça aussi, c'est important. On n'a pas du tout une approche qui consiste à dire tout le monde doit déployer les GTB en même temps, etc. Ce serait des investissements monstrueux et d'un point de vue opérationnel, ce serait impossible à gérer en termes de déploiement. C'est cette multiplicité de chantiers. c'est vrai que la question s'est posée hein, de référencer un acteur national, voire international, pour déployer. Bon, nous, notre parti pris, c'est toujours d'avoir des GTB avec les étiquettes qui sont en cohérence avec la consommation d'énergie, les Mmh, enjeux et les potentiels. Le tout, c'est à la fin d'hyperviser l'ensemble pour avoir une vision unifiée et s'assurer que tout fonctionne, hein. C'est l'ADEME, alors je ne sais pas comment ils l'ont calculé, mais qui dit souvent qu'une GTB sur deux est mal pilotée. Et c'est souvent le sujet. Il y a aussi le patron d'ailleurs de l'Agile, hein, qui est l'agence de l'État, qui dit souvent qu'ils ont des centrales de sous-marins atomiques pour des petits bâtiments. Donc, tout ça, mmh, c'est parfois disproportionné. Il n'y a pas toujours un responsable technique par site, donc de voir quel outil on peut mettre en œuvre par rapport à l'enjeu et par rapport à la compétence disponible, comment on l'hypervise pour qu'à la fin, bah, on ait une réponse proportionnée à moins d'investissement en maximisant l'efficacité. Et ça, d'avoir recours à la fois à des intégrateurs qui ont une réflexion un peu plus poussée que des équipementiers qui parfois peuvent être intéressés par une mmh, solution à maxima, bah, ça a un intérêt. Mais ça demande des clusters parce que là, ah oui, tu en as au moins 400 ou 500 liés au décret tertiaire. Mais c'est vrai qu'avec le deuxième seuil des 70 kW, tu en auras peut-être encore davantage où là, mmh, il faut avoir des modèles plus light, quoi. mmh.
Ouais, ça, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, l'appel d'offres qu'on est en train de faire et la solution qu'on Ouais. a designée dans le CCTP, elle est que pour la première vague de Bax, qui est clairement celle sur laquelle il y aura probablement les plus Mm. gros gains à faire au départ, qui sont les plus Et c'est vrai compliqués. qu'après, les 70 kW, ce ne sera pas forcément que les sites des créateurs tiers, ça va augmenter le Ouais, périmètre. Avec ce débat, là, j'étais encore récemment dans un débat avec l'ADI sur est-ce qu'un jour le décréteur tiers descendra à 500 mètres carrés? Je pense que la réponse sera oui. Mais là, quand on voit le temps à ingérer déjà les 1000, je pense qu'on est tous bien occupés déjà à date. c'est ça. J'ai fait le tour des questions qu'on a reçues jusqu'alors. S'il y a une dernière question, là, vous êtes encore nombreux à être connectés. Si vous avez une dernière question à poser à Pierre-François, on est preneur. Et sinon, je pense qu'on va pouvoir conclure. Je ne sais pas si tu avais un dernier point de ton côté, toi, Pierre-François. Ben, j'ai envie de dire bonne chance à tous. L'échéance de 2030 se rapproche et comme je disais, c'est passé très vite. En 2020, on se disait 2030, c'est loin. En 2025, ça a l'air beaucoup moins loin. Oui, c'est sûr. Non, et puis blague à part, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc il faut se dire que c'est pas un truc qu'on fait en un an. Nous, j'ai l'impression qu'on a fait quand même beaucoup de rattrapage de choses qu'on n'avait pas fait précédemment. Donc ça aussi, hein, on l'a un peu pris comme ça. Ben, c'est pas une course, pas une course de fond, quoi. C'est presque un ultra trail, j'ai envie de dire comme ça. C'est l'image. Ouais, c'est vrai qu'il y a des sujets qui ont été pris un peu plus tard, les C2E par exemple, mais par contre, quand ça a été pris en main, ça a été cadencé. Je pense qu'effectivement, 2020, il était temps de lancer la dynamique qui a été lancée chez Vive, mais aujourd'hui, pour avoir beaucoup de clients qui ont beaucoup d'entités, d'arriver à réunir tout le monde autour d'un projet commun comme vous l'avez fait, c'est quand même une belle réussite. Parce que là, tu cites 14 entités, j'en avais 18 en tête, mais je dois rajouter Vive 2 quand je fais ça, j'imagine. Non, c'est parce que alors nous on a un patrimoine enfin, un périmètre qui est mouvant, il y a des entités qui ont fusionné, voilà. Ok. C'est Donc, mais voilà, déjà de réussir à amener tout le monde. Moi, je me rappelle de certaines réunions où on voyait qu'il y avait du savoir partout, mais l'idée, c'était Mm, d'amener tout le monde et de partager son savoir. Aujourd'hui, je pense que vous faites partie de nos clients qui vont pouvoir déployer par ce premier travail, ce premier projet transverse. Donc ça, c'est la vraie réussite du projet. Et on le voit avec le million et demi de C2E, il a été fait en peu de temps finalement. Sauf erreur, ça a été fait en quoi? 18 mois peut-être? alors, on a fait 400 000 en 2 ans et en un an, 1 million. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Donc on est quand même sur un vrai rythme, quoi. Et il fallait hein, avant que les fiches s'arrêtent, mais c'est vrai que Mm, c'est une belle réussite. Visiblement, non, personne ne veut te poser la petite dernière question, donc on va pouvoir conclure ici. En tout cas, moi, j'étais ravi de pouvoir échanger avec Vive. C'est vraiment, je l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps où on m'interrogeait sur moi-même pourquoi je faisais ça et à quel mm, client je pouvais penser. On a commencé par cet appel d'offres en plein confinement, mm, globalement, pour cadrer un peu le décret tertiaire, jusqu'à cartographier les consommations, faire ce schéma mm, directeur, travailler sur l'énergie management, maintenant sur l'IoT mm, et les GTB. Il y a encore plein de sujets. Et c'est un partenariat nous, qu'on aime bien. On innove avec Vive, d'ailleurs, chez Citron, parce que vous nous challengez régulièrement sur comment on pourrait faire les choses encore différemment. Donc, c'est le genre de mm. partenariat qui fonctionne bien. Et je suis sûr qu'on peut reprendre date dans un an, on aura des nouvelles choses à raconter. C'est ça qui est sympa dans ce partenariat. C'est clair, c'est le but. Merci beaucoup pour ton temps aussi. Je Merci à t'en toi pour prie. ta participation. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous aussi, vous avez des enjeux pour structurer votre stratégie énergétique et immobilière. À bientôt. À bientôt. Bon après-midi à tous. Au revoir.